Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager un cours sur un sujet d'actualité, donc la restauration des sols pollués et dégradés. Comme d'habitude, je vais déjà vous donner quelques éléments de contexte sur donc ce vaste sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Puis après, des solutions basées, en fait, vous le verrez, sur des capacités assez extraordinaires d'espèces végétales qui nous proposent des solutions pour essayer de maîtriser au mieux ce vaste problème donc de la dégradation des sols. Quand on parle dégradation, voire pollution des sols, la première question qui vient à l'esprit peut-être, c'est mais qu'est-ce qu'est le sol et qu'est-ce qu'il faut en attendre? Quelles sont les atteintes donc, qui sont propres donc, à cet écosystème sol dont on va beaucoup parler et donc ouvrir des perspectives quand on comprend mieux l'état de dégradation en fait, de cet écosystème sol. Alors, selon ces références culturelles, on a tendance à donner une définition un petit peu différente. Il s'agit notamment, si on a plutôt une fibre géologique, eh bien, d'imaginer que le sol, c'est une formation superficielle qui va être issue de l'altération des roches, combinée à différents effets, le climat, les micro-organismes, le relief et bien sûr le temps. C'est un petit peu comme ça qu'on le voit. On le voit un peu comme une succession d'organisations en forme d'horizons, horizons différents, litières, horizons organiques, horizon minéral, qui est soumis à une érosion. Et donc finalement, le sol, c'est vraiment cette formation superficielle qui vient de l'altération de la roche. C'est aussi finalement, si on y regarde bien, si on veut avoir une définition de référence assez claire, bien c'est un corps qui est naturel et qui, en fait, sert d'interface entre la lithosphère, l'atmosphère et la biosphère. Si maintenant on a une fibre un peu plus chimique, eh bien on voit le sol comme un système complexe composé de plusieurs phases. Tout d'abord une phase solide qui est représentée par les minéraux du sol, par la matière organique. La phase liquide, oui, la solution du sol, et puis aussi bien sûr la phase gazeuse, l'air du sol. Mais pour le chimiste, le sol est le siège de nombreuses réactions, ce n'est pas quelque chose de figé. Il se place des tas de transformations chimiques en permanence au niveau du sol. Ce qui reviendra, qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est important, ce sont les phénomènes d'adsorption de composés organiques, puis de temps en temps de polluants aussi, de désorption, donc strictement l'inverse, de complexation de composés, d'oxydoréduction, notamment de la matière minérale, donc tout simplement de transformation de la matière. Donc pour le chimiste, le sol, c'est un réacteur chimique, naturel certes, mais où vont se produire des tas de transformations, des échanges de matière, d'énergie, qui vont contribuer très positivement à la disponibilité du nutriment, mais qui vont aussi jouer un rôle dans le devenir des polluants. Maintenant, si on a une fibre plus agronomique, eh bien, on va plutôt voir le sol comme un support de production végétale. On va voir que c'est une définition un peu réductrice, mais qui est quand même importante, puisqu'effectivement, le sol, c'est le milieu qui est capable de nous fournir notre alimentation, fournir tout simplement ce qu'il faut aux plantes pour se développer, l'eau, les nutriments. Donc ça, c'est une vue assez anthropocentrée, c'est-à-dire production de la matière végétale pour notre propre alimentation, production de la matière végétale pour les animaux que nous allons consommer. Donc oui, le sol est aussi un support de production végétale. Et ceci pose plein de questions qui vont nous intéresser toute la matinée, qui sont très liées à l'état de fertilité du sol, qui là encore repose sur différentes dimensions, chimiques, physiques, mais aussi biologiques. Quelque chose qui est peut-être moins évident qu'elle en pense moins, la structure du sol, la morphologie du sol, qui est pourtant très importante, qui va permettre au sol naturellement d'avoir une certaine porosité pour les échanges gazeux, pour la pénétration de l'eau qui va être nécessaire à la vie dans le sol. Donc c'est un peu ce qu'on va appeler sa texture, sur laquelle on va beaucoup revenir. Et puis bien sûr, l'aspect qui va être parfois très perturbateur, c'est la gestion du sol, le travail que l'on fait du sol pour avoir cette approche agronomique, les amendements qu'on va ajouter, parfois assez maladroitement, les rotations ou pas que l'on va faire dans les cultures, qui vont aussi avoir un impact sur la fertilité du sol.
Bon, mais il est très clair que le sol n'est pas que ce support à la production végétale, c'est bien autre chose. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ressent mieux quand on a une approche un peu plus biologique et écologique du sol. Et oui, le sol, même si c'est peu visible, c'est peut-être sa difficulté, eh bien, c'est que c'est un écosystème vivant. Il ne faut surtout pas l'oublier. C'est un milieu qui est extrêmement dynamique, qui est peuplé d'une diversité d'organismes assez extraordinaire, petits certes, mais qui sont bien présents, qui jouent un rôle assez extraordinaire sur lesquels on reviendra. Les bactéries du sol, on a déjà un peu parlé, mais on y reviendra. Les champignons, eux aussi, qui sont essentiels à la structure du sol. Repérez ici déjà des filaments fongiques, donc qui sont importants. On va en reparler juste derrière. Gardez bien cette image à l'esprit. Ça évoquera les conséquences de ce que je vais aborder dans quelques instants. Et puis aussi bien les invertébrés qui jouent un rôle évident dans le recyclage de la matière organique et donc qui vont procurer ces nutriments qui vont être essentiels au développement des espèces végétales. Donc tout ce monde est en interaction forte, permettent donc de recycler la matière organique, de rendre le sol fertile et puis de réguler tous les phénomènes bio-géochimiques. Donc cette approche transversale où il se passe beaucoup de choses dans le sol. Voilà, donc c'est quelque chose parfois qu'on oublie, à tort, c'est extrêmement important. Et je vous partage la phrase de Claude Bourguignon, que vous connaissez peut-être, un ingénieur agronome qui défend ardemment l'agriculture de la conservation, l'agriculture naturelle, et qui rappelle une chose essentielle, c'est qu'un sol vivant est la condition de vie sur Terre. L'idéal, c'est d'essayer d'avoir une approche transversale du sol. C'est-à-dire qui tient compte de toutes ces dimensions. Parce que oui, le sol est ce support de production végétale, mais c'est aussi ce réacteur chimique que j'ai évoqué, et cet écosystème vivant qu'on a parfois tendance à oublier et donc à malmener, et qui pourtant vont conditionner les enjeux majeurs de sécurité alimentaire au niveau mondial, mais pas que, et peut-être aussi qu'on l'oublie, de climat et de biodiversité. La sécurité alimentaire est admise par tous, on le conçoit très facilement. D'ailleurs, une estimation consiste à penser que 95% de la production alimentaire mondiale vient directement du sol. Mais quel rôle ça peut jouer au niveau du climat ? Eh bien, c'est assez intéressant de voir quelques données officielles sur le sujet. On considère que les sols peuvent séquestrer de l'ordre de 2 à 5 millions de tonnes de gaz carbonique. C'est énorme. C'est plus que l'atmosphère et la végétation réunies. C'est une dimension qu'on oublie souvent. Donc, c'est un rôle extrêmement important sur la séquestration du gaz carbonique, donc qui, vous le savez, est un effet de serre dommageable aujourd'hui. Mais attention, le sol est un milieu vivant, il est donc en équilibre, un équilibre dynamique mais fragile, et s'il est perturbé par des paramètres sur lesquels on va revenir, tels que des pratiques agricoles intensives, telles que l'artificialisation des sols, que l'on fait donc à outrance, ou la perte de matière organique parce que la vie du sol est affectée, eh bien ce phénomène peut s'inverser. Le sol peut relarguer du gaz carbonique. Donc tout ceci est important et donc il faut bien voir l'impact que ça a sur la qualité du sol. On s'inquiète de la pression démographique et la capacité à nourrir la population mondiale. On oublie peut-être l'essentiel, c'est qu'on est en train de perturber ce sol et selon la FAO, les derniers chiffres, la FAO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, eh bien 33% des sols mondiaux sont dégradés. Et cette dégradation réduit la fertilité du sol et donc réduit déjà de façon notable et établie les rendements et la qualité nutritionnelle. Et c'est bien là-dessus qu'on devrait en fait réfléchir et s'appuyer plus que peut-être sur la pression démographique qui est beaucoup plus difficile évidemment à maîtriser. Donc n'oublions pas le lien étroit entre la fertilité du sol et puis toute cette vie dans le sol, bactéries, champignons, faune avec ses invertébrés et des composeurs de matière organique, flore bien sûr, mais aussi les espèces minérales qui permettent aussi la vie dans ces milieux. Donc on va étudier quelques mécanismes qui peuvent expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment et qui portent à réflexion, et notamment un phénomène qui est quand même important, c'est que l'intensité de certains modes d'agriculture, qu'on qualifie aujourd'hui même d'agriculture industrielle, vont avoir un impact direct sur l'érosion des sols.
on va voir en quoi c'est dramatique et quelles sont toutes les conséquences de ces phénomènes d'érosion des sols. Et ce phénomène est exacerbé par un autre problème qu'on connaît maintenant aujourd'hui très bien, eh bien, le dérèglement climatique. Ces deux pressions vont dans le même sens, une érosion très forte des sols qui met en cause directement leur fertilité. Alors, quels sont les mécanismes principaux qui se cachent derrière tous ces problèmes d'érosion ? Je ne vais pas les étudier de façon exhaustive parce que je pense que ça nous prendrait toute la matinée. Mais on va simplement voir quelques éléments de contexte qui aident à bien réfléchir, à bien comprendre le problème pour peut-être plus apprécier bien les solutions qu'on peut mettre en œuvre derrière. Donc, dans un premier temps, quelles sont les pratiques de l'agriculture intensive avec ses conséquences immédiates donc sur l'érosion des sols ? Donc la première chose, eh bien, c'est le problème des labours profonds, fréquents, répétés, qui vont détruire les agrégats du sol. Souvenez-vous de l'aspect morphologique que j'expliquais tout à l'heure. Donc qui vont réduire la cohésion entre les particules, qui vont exposer finalement le sol qui va se retrouver nu face aux intempéries, face à la pluie, face au vent, et bien sûr que le dérèglement climatique renforce. Mais le labour a d'autres conséquences que sur la déstructuration du sol. Il affecte directement les habitats. Souvenez-vous en fait, de ces filaments fongiques que je vous expliquais tout à l'heure, qui vont être détruits. C'est inévitable, ce qu'on appelle les ifs, et qui sont pourtant importants, qui constituent un réseau souterrain essentiel pour aller capter l'eau, le phosphore, qui vont faciliter le développement des espèces végétales. Donc ça va tout simplement bien nuire au développement des plantes, ça va nuire à ces symbioses sur lesquelles on va revenir, qui sont si importantes, et qui vont obliger les plantes à reconstituer ces phénomènes symbiotiques à chaque cycle cultural, ce qui est évidemment un handicap qui va ralentir l'efficacité de ces espèces végétales. Alors, autre problème, eh bien, si les sols en fait, sont mis à nu, c'est ce qui se fait de plus en plus, parce que vous l'avez observé dans les intercultures, mais pour ne pas perdre de temps et être encore plus efficace, il n'y a plus de couverture végétale, entre les cultures. Ça conduit exactement au phénomène que j'expliquais avant, c'est-à-dire que les sols mis à nu vont être lessivés. Alors ça se passe comment ? La première étape, c'est la formation de ce qu'on appelle en fait la batance. La batance, c'est une espèce de croûte de surface qui va se constituer et qui va entraîner le ruissellement de l'eau. Et donc l'eau ne va pas pénétrer de façon efficace dans le sol. Donc voilà, première conséquence de ce phénomène, de ces sols qui sont laissés à nu entre deux cultures. Toujours pour des raisons de productivité, la tendance est depuis quand même quelques années maintenant à la monoculture, ce qui a une conséquence aussi. Bien, la monoculture, le manque de diversification en fait, des cultures va appauvrir le sol en matière organique, va réduire la biodiversité du sol et donc va diminuer à nouveau cette stabilité structurale. Alors face à ces problèmes et donc à une diminution de la fertilité du sol, la tendance naturelle, c'est de renforcer la quantité d'intrants pour essayer de compenser cette perte de fertilité. Bon, c'est quelque chose qui est assez fatal, qui repose sur une analyse à très court terme. Pourquoi ? Eh bien, si on utilise trop d'intrants pour fertiliser le sol, pour compenser cette perte de productivité, eh bien, immédiatement, on va perturber ces micro-organismes du sol qui sont pourtant si importants. On va perturber leur fonctionnement, leur physiologie, et on va aussi parfois réduire la formation de ces agrégats stables qui sont nécessaires. Donc, en gros, on ne doit absolument pas oublier que la vie dans le sol joue un rôle sur la cohésion, la structuration du sol, et si on ne les respecte pas, si on les met en péril, on favorise ces phénomènes d'érosion qui sont imparables. Autre chose qui semble de plus évident, l'irrigation, c'est pareil, le dérèglement climatique entraîne donc des périodes de sécheresse assez longues, de plus en plus répétées. Donc la tendance, c'est de compenser par une irrigation plus massive, plus abondante, qui va être mal adaptée, qui va être vraiment excessive par rapport aux besoins et qui va provoquer, elle aussi, l'essivage des particules fines, qui va renforcer le problème d'érosion du sol, notamment évidemment si les cultures sont en pente.
Problème tout à fait similaire, c'est la destruction en fait, des structures paysagères qui existaient, qu'on entretenait. Vous connaissez bien les haies, notamment. Donc aujourd'hui, qu'on a tendance à abandonner parce que, oui, il faut les entretenir. C'est quelque chose qu'on ne fait plus, même s'il y a eu des incitations fortes, puisqu'on en connaît tout l'intérêt. Au-delà de la biodiversité que ça crée, c'est quand même un frein au ruissellement, c'est une protection contre le vent, ça a un intérêt évident, et pourtant elles disparaissent très rapidement. De même, tout ce qui est talus, bandes qui sont enherbées, qui servent aussi de protection, qui sont des obstacles naturels au ruissellement et qu'on a tendance donc à abandonner toujours donc dans un raisonnement à très court terme de productivité. Donc l'érosion là aussi donc est renforcée et puis donc il y a un phénomène aussi qui est évident, le machinisme agricole qui est de plus en plus massif. Là encore, pour être encore plus efficace, avoir des cultures à plus grande échelle qui va compacter le sol et qui va là aussi renforcer l'érosion. Donc on voit ces mécanismes qui sont quand même assez problématiques donc de cette agriculture intensive, mais qui ne doivent quand même pas rappeler qu'il y a une autre agriculture qui est donc beaucoup plus intéressante, qui est l'agriculture, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc je citais Claude Bourguignon, mais il y a d'autres adeptes de cette agriculture de la conservation qui fonctionne complètement à l'inverse de ce schéma, à savoir éviter de labourer ou le moins possible pour donc éviter ces phénomènes de déstructuration du sol, conserver ce couvert végétal qui stabilise le sol avec les racines des plantes dans les intercultures, essayer de diversifier au maximum donc les cultures, essayer d'échapper à ces monocultures qui sont assez dramatiques en termes de biodiversité, et puis maintenir à tout prix les haies, les infrastructures écologiques naturelles qui limitent ces phénomènes d'érosion ou de ruissellement. Heureusement, ça existe aussi. Maintenant, au lieu, après donc, ces pratiques de l'agriculture intensive, et on voit donc qu'il y a quand même des armes pour y échapper, on va s'intéresser à un autre problème assez destructeur pour le sol, mais qui est beaucoup plus complexe, c'est celui de la pollution. Pollution organique, bien sûr, vous pensez tout de suite pesticides, pas que, maintenant vous connaissez le problème des PFAS, mais la liste est longue, il y en a bien d'autres. On a parlé quelquefois des silicones volatiles, donc on peut trouver plein d'exemples, des filtres solaires notamment, donc beaucoup de polluants organiques qu'on découvre au fur et à mesure. Pollution métallique, on a commencé à en parler, mais je pense que là aussi ça pourrait nous intéresser pendant longtemps, on pourrait beaucoup en discuter. Et quand on parle de polluants éternels, l'exemple manifeste c'est quand même bien la pollution métallique. Quand elle est présente, elle ne disparaîtra pas, c'est une certitude. Donc les liens aujourd'hui entre donc cette pollution, la baisse de fertilité agricole est évidente, c'est clairement établi. Il n'y a plus aucune question malheureusement sur donc, ce qui se passe. Et on essaie de mieux comprendre les mécanismes qui nuisent à cette fertilité et qui relèvent là encore d'une approche transversale, interdisciplinaire, parce que ça met en jeu des mécanismes chimiques, biologiques, mais aussi physiques, qui vont dégrader le fonctionnement du sol et qui vont donc nuire à la nutrition des plantes. Alors, par quel mécanisme peut-on essayer de comprendre ces conséquences ? Eh bien, une action directe. L'accumulation des polluants dans le sol est tout d'abord toxique pour les plantes, c'est de la phytotoxicité directe, donc qui va créer un stress oxydant chez les plantes, parfois inhiber certains mécanismes enzymatiques nécessaires au développement des plantes. Une conséquence assez rapide que l'on connaît, eh bien, c'est la réduction de la croissance en fait, des racines qui en souffrent directement. Autre problème, eh bien, on connaît chez l'homme, mais qui se passe pareil au niveau des plantes, c'est que la pollution métallique va engendrer des phénomènes de compétition entre les polluants métalliques apportés avec les nutriments qui sont aussi minéraux au niveau des plantes. Il y a une compétition, et par exemple le cadmium ou le plomb peuvent remplacer le calcium. C'est quelque chose qu'on connaît bien, qui occasionne des maladies. Le saturnisme, par exemple, c'est un exemple, où le plomb va aller remplacer le calcium. Ce phénomène de compétition qu'on retrouve aussi au niveau des plantes et qui vont affecter complètement la physiologie des plantes. Mais évidemment, pas que, puisque en fait, la toxicité n'intéresse pas simplement malheureusement que les plantes, mais toute cette activité microbienne que j'ai rappelée qui est essentielle au fonctionnement du sol, donc bactéries, champignons, donc qui vont être extrêmement perturbés, mais aussi celle en fait de la faune, tous ces invertébrés, les vers de terre, la faune du sol,
qui est si importante aussi, qui vont être perturbées. Donc c'est une double conséquence. On perturbe ces symbioses, bactéries, champignons avec plantes, qui sont importantes pour l'apport, l'assimilation des nutriments par les plantes, et puis le recyclage de ces nutriments, puisqu'on va affecter la vie des invertébrés. De façon un petit peu plus mécanistique, ça perturbe aussi des cycles géochimiques. On ne le sait pas toujours, mais des polluants vont perturber, là encore, les éléments nutritifs, en inhibant notamment la minéralisation en fait, de la matière organique. On va par exemple perturber le cycle de l'azote en créant des phénomènes de nitrification, de fixation en fait, de ces produits nitrés qui sont dommageables. Et puis on va parfois aussi bloquer l'assimilation du phosphore, puisqu'il est assimilable sur les plantes sous certaines formes, par exemple phosphate d'ammonium, ou alors un hydrogénophosphate monocalcique. C'est sous cette forme que la plante peut en fait l'utiliser. Mais si on change les contrions, si on change la nature chimique de ce phosphate, eh bien, il ne sera plus assimilable par la plante, elle ne pourra point en bénéficier. Elle aura donc des carences très rapides en ce type de nutriments. Autre problème, bien sûr, eh bien, c'est le dérèglement climatique. Pourquoi ? C'est un vrai sujet, parce que la température qui augmente, le degré d'humidité qui varie constamment, eh bien, va entraîner une mobilité, bien sûr, supplémentaire lors des épisodes pluvieux violents, donc des polluants, vers d'autres écosystèmes, notamment aquatiques, mais va modifier la toxicité des polluants. J'avais donné un exemple dernièrement, vous vous souvenez peut-être du parathion, c'est un exemple maintenant bien connu, qui est un insecticide qu'on a utilisé justement en agriculture dans les années 40, qui est une catastrophe en termes de toxicité pour nous, toxicité pour la nature, écotoxicité. Il est aujourd'hui interdit. Mais ce qu'on s'est rendu compte à retardement, c'est qu'il y avait pire que le parathion. C'était son produit d'oxydation qui se produit inévitablement dans la nature, dans le sol. Et donc ce sont des problèmes en fait, qui sont en train d'évoluer avec le dérèglement climatique. C'est la transformation chimique en fait, de ces polluants qui génèrent des métabolites qui sont parfois pires que en fait, le pesticide initial. Alors si on continue sur ces aspects, eh bien, ce qu'il faut savoir aussi, c'est la dégradation de la structuration du sol peut être générée par des polluants. C'est bien connu dans le cas des hydrocarbures ou de résidus industriels qui vont complètement modifier la structuration si importante du sol, en fait, pour, comme je l'ai dit, son aération, sa respiration ou en fait la pénétration efficace de l'eau. Donc ça, malheureusement, là aussi, ce sont des conséquences assez inévitables. Donc ce sol devient compact, moins fertile et beaucoup plus sensible à l'érosion. L'excès d'azote, oui, c'est l'excès d'intrants qu'on réalise aujourd'hui pour essayer de compenser la diminution de fertilité. Eh bien, l'excès d'azote va créer un déséquilibre nutritionnel au niveau en fait, des plantes et des micro-organismes du sol, parfois créer des phénomènes d'acidification du sol, d'accumulation de résidus pesticides, l'ammoniac n'est pas innocent là-dedans, et créer finalement des effets chroniques sur le milieu vivant en fait, dans le sol. On en a parlé lors du séminaire sur l'eau. Il y a malheureusement un continuum impressionnant entre la pollution du sol et la pollution de l'eau, surtout si le sol est érodé et lessivé. Les polluants vont être entraînés vers les écosystèmes aquatiques et donc qui vont être pollués à leur tour. Alors bien sûr, il y a les polluants classiques, métaux lourds et pesticides, mais pas que. En fait, l'excès encore d'engrais azotés, et en France, on utilise beaucoup d'engrais azotés sous forme de nitrate d'ammonium, 3/4 des engrais azotés sont sous forme de nitrate d'ammonium, eh bien ça va créer un excès de nitrate. Et vous en connaissez, je pense, les conséquences, quand ça va se retrouver dans l'eau. Donc, vous avez des images, je pense, de marée verte en tête, ou d'eutrophisation de l'eau, donc développement d'algues inconsidérées qui vont étouffer la vie aquatique, et le dérèglement climatique va exacerber le développement de ces phénomènes d'eutrophisation, donc qui sont créés par ces nitrates, voire des micropolluants. Donc la tendance l'été, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ça va être de renforcer l'irrigation, de la rendre excessive pour essayer de compenser le manque de pluie. Donc ce sont des eaux qui vont être polluées par le système que je viens d'expliquer, donc qui vont être des eaux de mauvaise qualité qui vont entraîner à nouveau une pollution du sol,
Oui, c'est un cercle vicieux, il y a un continuum sans arrêt entre pollution du sol et pollution de l'eau. Tout ça va modifier toute la chimie du sol. On le sait notamment, par exemple, en Camargue, où il y a des remontées salines qui sont dues à ces problèmes de moins en moins maîtrisés et des phénomènes bien identifiés, malheureusement, donc d'accumulation de ces polluants. Et je ne vous parle pas des effets cumulés entre ces différents polluants et le dérèglement climatique. Donc tout ceci rappelle une conclusion qui est assez claire. La dégradation biologique du sol est un problème qui compromet clairement la sécurité alimentaire. Les éléments de contexte étant donnés, comme d'habitude, on va passer à quelque chose un peu plus positif maintenant. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre? Et pour ma part, les solutions face à ces gros problèmes en fait, de pollution. Quelles sont les solutions qui existent? Les solutions les plus naturelles possibles, conçues sur le long terme, qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de maintenir les apports élémentaires, donc de maintenir la vie si importante dans ces sols. La stratégie pour relever un tel défi, qui est quand même particulièrement complexe, eh bien, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, et ça va nous occuper toute la matinée. Moi, je vais vous parler en fait, de l'intérêt de ces solutions donc, par rapport à la pollution. Et notre invitée du jour, Dr Martine Ossart, qui est directrice de recherche au CNRS, nous parlera donc, dans d'autres contextes de l'intérêt de ces solutions fondées sur la nature. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une solution fondée sur la nature? Eh bien, c'est une démarche qui a tout d'abord été initiée par l'IUCN, donc cette ONG internationale qui travaille beaucoup sur les aspects de biodiversité. Donc c'est une image qui est extrêmement intéressante. C'est une réflexion qui consiste à dire qu'on va s'inspirer de la nature, mais aller même plus loin que s'inspirer. On va s'appuyer sur le fonctionnement même de la nature et des écosystèmes, mieux les comprendre pour essayer de les préserver, voire de les restaurer. Donc c'est extrêmement intéressant. Mais avec donc un cahier des charges qui est quand même assez précis. Il faut que ces solutions naturelles apportent des bénéfices environnementaux, c'est le moins qu'on puisse attendre, des bénéfices avérés sur la biodiversité, mais pas que. Apporter également des bénéfices sociaux et économiques. On parle même, quand on va jusqu'à ce que l'Union européenne a adopté, de même que la stratégie nationale de la biodiversité, à développer des solutions donc qui seraient rentables, des solutions naturelles rentables. Ça fait réfléchir, c'est-à-dire qu'il faut vraiment changer le modèle économique, on ne réfléchit pas souvent comme ça. Mais c'est extrêmement intéressant, et quand on travaille sur ces solutions, on va voir la puissance de ces solutions naturelles, leur performance, on se rend bien vite compte qu'il est essentiel de les rendre rentables pour qu'elles soient durables, qu'elles soient tout simplement économiquement viables. Quelle société aurait les moyens de travailler à perte, puisqu'une solution de dépollution, de restauration, ça se traduit par des coûts financiers. Comment peut-elle le faire alors que beaucoup d'activités industrielles actuellement d'ailleurs sont en difficulté? Donc il faut que cette solution soit rentable, soutenue économiquement. C'est un aspect important et qui veut dire donc qu'il faut trouver des solutions économiques qui sont compatibles avec l'idée initiale de rendre un service à la biodiversité et de restaurer donc un écosystème dégradé, voire très pollué. Donc voilà, il faut repenser les choses. On va essayer donc de partager quelques exemples qui montrent la démarche qui peut être adoptée. Donc ce que je vais vous partager comme solution fondée sur la nature s'appuie beaucoup sur le milieu végétal, un milieu très inspirant qui, dans des cas de dégradation ou de sol pollué, donc est, compte tenu de l'immobilisme du milieu végétal, conduit à avoir deux solutions. Soit ce milieu végétal, donc arrive à s'adapter à un phénomène de pollution atmosphérique du sol ou de l'eau, soit la plante s'adapte, soit elle disparaît. Elle ne peut pas fuir son agresseur. Donc ça condamne les plantes à développer des capacités d'adaptation qui sont très inspirantes et qui peuvent être source de solutions extrêmement efficaces. Donc c'est ce qui a été déployé dans ce qu'on appelle la restauration écologique. Donc là aussi, les mots ont leur importance. Derrière des mots un petit peu scientifiques se cache une idée forte mais précise. La restauration écologique a été cadrée par un chercheur du CNRS également, qui a beaucoup publié en fait, sur ce qui est attendu. La restauration écologique, c'est la volonté de restaurer un écosystème dégradé,
voire pollué, en essayant de recréer l'écosystème initial qu'il y avait avant l'action anthropique, l'action humaine. Donc c'est très ambitieux, mais ça veut dire donc on ne va pas se projeter vers la monoculture, on ne va pas introduire des espèces qui ne sont pas locales. L'idée, c'est de reconstruire l'écosystème qu'il y avait avant. Donc dans notre cas, la première étape, la stratégie qui a permis d'initier cette restauration écologique, eh bien, c'est de choisir des plantes qui ont montré des signes donc très locaux d'adaptation à la pollution du sol. Des plantes qui tolèrent cette pollution à des degrés, vous allez le voir tout à l'heure sur un exemple parfois très élevé, qui vont réussir à survivre là où une végétation normale a complètement disparu, mais qui vont encore aller plus loin, qui auront trouvé des mécanismes donc d'extraction, donc des éléments métalliques polluants, de transfert très spécifiques et de stockage dans les feuilles, dans les parties aériennes, où elles mettent ces éléments métalliques polluants à l'abri. Donc c'est très joli en termes de mécanismes et d'adaptation. C'est ce qu'on appelle des plantes hyperaccumulatrices d'éléments métalliques, capables de faire naturellement de la phytoextraction. Donc c'est vraiment une adaptation locale. Donc des plantes qu'on peut utiliser que localement, là où elles se sont adaptées. Donc très vite s'est posée la question du devenir de ces parties aériennes très chargées en éléments métalliques. Oui, parce que le fait de passer par la plante rend en fait ces polluants métalliques solubles dans l'eau. Et si les feuilles meurent, ce qui est inévitable, et retournent vers le sol, eh bien, on aura une pollution soluble dans l'eau. C'est un premier sujet de préoccupation. Est-ce qu'il va y avoir un transfert vers des herbivores, vers la chaîne alimentaire ? Eh bien, l'idée a été de considérer que toutes ces feuilles mortes, ces litières, hyper chargées en éléments métalliques, ce sont celles qui sont les plus chargées en éléments métalliques, ne seraient pas des déchets. Au contraire, seraient des réservoirs métalliques pour concevoir l'utilisation en chimie de ce qu'on appelle des catalyseurs. Donc un catalyseur en chimie est la même notion que le terme très commun de la vie de tous les jours quand on dit que quelqu'un est un catalyseur. Donc vous imaginez un projet de groupe, vous réfléchissez ensemble, on réfléchit là dans l'amphi aux solutions possibles, on n'a pas trop d'idées, on tourne en rond, mais quelqu'un parmi vous va avoir le déclic, la bonne idée qui va faire avancer le projet. En chimie, c'est pareil, on a beau mélanger des molécules dans tous les sens, les agiter, les chauffer, 9 fois sur 10, si on n'ajoute pas le catalyseur, il ne se passe rien. Le catalyseur va être le déclencheur qui va permettre à la réaction d'avancer, va apporter l'énergie qu'il faut. On n'en met pas beaucoup de catalyseurs dans une réaction chimique. C'est un petit peu l'image de la personne dans l'amphi qui trouve la bonne idée. Ceci étant, 9 fois sur 10, ces catalyseurs sont métalliques. Donc l'idée est de ne pas aller chercher ces catalyseurs par l'extraction minière, mais d'utiliser toutes ces litières de plantes qui font de la phytoextraction pour les transformer en catalyseurs. C'est ce qu'on a appelé des éco-catalyseurs. Il faut bien se souvenir qu'ils résultaient d'un effort de restauration écologique. Et puis ça nous a permis d'étudier l'activité de ces éco-catalyseurs pour produire des molécules à haute valeur ajoutée. On en verra quelques exemples tout à l'heure, un tout petit peu. On y consacrera un séminaire entier dans 2 semaines, parce qu'en fait, c'est une puissance qu'on n'a jamais imaginée, qui nous a permis de revisiter toute la chimie, c'est absolument extraordinaire. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de voir que finalement, on peut donner une valorisation économique cohérente avec l'effort de restauration écologique. Utiliser les feuilles mortes, les vieilles feuilles, pour une chimie donc complètement repensée. Une chimie qui utilise ces éco-catalyseurs et qui sait maîtriser son empreinte environnementale. Voilà le schéma global qui a été développé en France. On va en partager un exemple. Donc sur le pourtour méditerranéen, notamment en Crète, qui s'y prêtait bien, en Chine et en Nouvelle-Calédonie, j'en ai un petit peu parlé, mais j'en redirai encore quelques mots aujourd'hui. Donc le point de départ, ça a quand même été le Gard, les Cévennes, donc une région magnifique, où le tourisme est fréquent les étés, mais c'est aussi une histoire d'un passé minier qui a existé, qui était d'ampleur européenne, et vous êtes notamment ici, donc sur un site où on a extrait le zinc avec vraiment cette dimension européenne, une grosse production de zinc. On est ici sur ce qu'on appelle le bassin de décantation. C'est là où on entreposait le minerai et on le lavait. Inutile de vous dire que ça a généré une pollution extrême.
laver le minerai et l'entreposer ici. Il n'y a plus de végétation, vous le voyez, et on a fait des chiffres en fait, de pollution. Donc bien sûr, les taux de zinc sont très très élevés, 500 fois supérieurs à ce que tolèrent les normes européennes. Et le problème va encore un petit peu plus loin, c'est qu'en chimie, on le sait bien, on sait que quand il y a du zinc dans un minerai, il y a souvent du cadmium et du plomb. Chimiquement, ces éléments se ressemblent beaucoup, ils ont des propriétés voisines. Il y en a aussi dans le minerai. Alors, il y a beaucoup moins de cadmium et de plomb, mais ils sont beaucoup plus toxiques que le zinc. Et donc là, il y en a 600 à 800 fois plus que ce que tolèrent les normes européennes. Le zinc est toxique à cette concentration. Alors le cadmium, on entend beaucoup parler en ce moment, mais il est toxique à très faible dose. Il n'y a malheureusement aucune question sur le sujet. Et le plomb occasionne des maladies telles que le saturnisme qu'on connaît bien aussi. Donc c'est un vrai problème. Donc la toxicité se voit bien. Donc il n'y avait quasiment plus aucune végétation. Les micro-organismes du sol sont également extrêmement réduits. Il y avait une composition bactérienne qui était 100 fois inférieure à ce qu'on rencontre sur un sol classique. Et puis, aucun couvert végétal. Donc ce qui s'est passé, on est quand même dans les Cévennes, donc il y a un peu de Mistral, on n'est pas si loin donc de la région PACA. Et donc le Mistral, sans végétation, va emporter donc les particules de sol, les poussières métalliques, et des habitations voisines recevaient ces particules métalliques, et on sait qu'il y a eu des cas de saturnisme des gens qui vivaient à proximité. Autre problème, alors on le voit difficilement sur la photo, mais juste à côté, donc il y a une rivière, toujours nécessaire au lavage du minerai. Eh bien, quand il pleut, et là on est dans les Cévennes, vous connaissez peut-être les épisodes cévenols qui sont extrêmement violents, il ne pleut pas beaucoup, alors quand il pleut c'est violent. Donc comme il n'y a plus de végétation, le sol est emporté vers la rivière, donc c'est encore donc ce continuum entre transfert de pollution du sol vers la rivière qui a pollué 40 km plus loin, donc malheureusement la vallée. Donc quelles sont les solutions pour limiter ces problèmes? Donc je vais vraiment poser la question et assez bien insister là-dessus. Quels sont les objectifs des phytotechnologies, donc des technologies qui s'appuient sur les espèces végétales dans une telle situation? Je vais expliquer très précisément ce que l'on peut faire et malheureusement ce qu'on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de communication assez erronée, avec beaucoup de raccourcis en ce moment, en fait, dans la presse, sur les réseaux sociaux, sur ce qui est possible de faire ou pas. Donc, quelles sont les attentes, là, précisément, sur ce bassin de décantation où il y a un vrai problème sanitaire dû à ces sols complètement érodés, fortement pollués? Donc, ces travaux ont été réalisés en collaboration avec l'ADEME, l'Agence nationale de l'environnement, et très clairement, l'objectif n'était pas une dépollution totale. C'est d'ailleurs un leurre quasiment évident. J'insiste bien, l'objectif n'était pas une dépollution. Pour l'ADEME, avec la solution qu'on présentera, qui est assez extraordinaire en tant que présence d'espèces végétales adaptées, il aurait fallu 50 ans avec des efforts délirants pour y arriver. Donc on n'est pas dans ce raisonnement. On est dans la construction de ce qui s'appelle donc la restauration écologique, reconstituer l'écosystème initial qui va se développer, qui va être stable, durable, pour confiner ces poussières métalliques, éviter cette érosion donc aérienne qui est dramatique pour la population, et stabiliser le sol pour éviter l'érosion hydraulique, donc qui propage sans arrêt cette pollution donc à de longues distances. Ce sont bien les objectifs qui sont attendus. Alors, comment ça a été possible? Eh bien, on a découvert, vous voyez ici, donc un jeune chercheur du laboratoire qui fait plein d'expériences et qui a réussi à identifier des plantes qui survivaient et qui faisaient ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la phytoextraction. Donc, qui arrivaient à extraire dans un sol bourré de plomb, de cadmium, de zinc et de fer, à extraire très sélectivement le zinc et à le transférer dans les parties aériennes. En fait, plus exactement, on a trouvé 2 de ces espèces végétales. Ces deux-ci, ici, toutes les 2 accumulatrices, hyper accumulatrices de zinc, c'est-à-dire qui en stockent des quantités vraiment astronomiques donc dans les parties aériennes. La première, c'est une brassicacée, Nokia cerulescens. Si vous ne la connaissez pas, c'est un écotype qui est assez répandu à d'autres endroits, mais qui se comporte différemment. Eh bien, brassicacée, chou-fleur, brocoli, ça vous parle bien. C'est extrêmement intéressant, on l'a beaucoup étudié. C'est une plante assez impressionnante parce que,
En fait, on la rencontre, on la connaît, mais on la trouve toujours dans des milieux extrêmes, où il n'y a pas de compétition avec d'autres espèces végétales. Ainsi, par exemple, on la trouve en altitude, où beaucoup de plantes n'arrivent pas à se développer, on arrive à la rencontrer. Là, on la rencontre lorsqu'il n'y a plus de compétition, il n'y a plus d'espèces végétales. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en bonne brassicacée, vous savez que les brassicacées se défendent très bien contre les herbivores. Elles ont une arme chimique redoutable. Si elles sont attaquées par une limace, elles vont produire des glucosinolates qui sont extrêmement toxiques, qui vont décourager la limace et qui n'y reviendra pas. Eh bien, cette brassicacée, très chargée en zinc, diminue la production de glucosinolates et va utiliser cette concentration en zinc pour se protéger contre l'herbivorie. Ainsi, elle va mettre son énergie à accumuler le zinc et puis à produire les glucosinolates. Donc, elle y a trouvé cet avantage. Quelque chose d'extrêmement rare, on en a parlé, on en reparlera, quelque chose de très rare, une légumineuse donc, qui est tolérante à ces milieux, Antilis vulneraria, mais qui est au jour d'aujourd'hui est le meilleur hyperaccumulateur de zinc qu'on ait jamais répertorié, à ma connaissance en tous les cas. C'est extrêmement intéressant, il est très rare de voir une légumineuse devenir un hyperaccumulateur à ces niveaux d'accumulation. Quelque chose d'extrêmement précieux, on va y revenir. Et puis une curiosité, une très belle plante qui s'appelle Iberis intermedia et qui montre la puissance du milieu végétal. Donc c'est aussi une brassicacée d'ailleurs, donc qui n'accumule pas le zinc, pas du tout, qui accumule le thallium. Alors le thallium, il y en a un petit peu dans ce sol, hyper toxique, c'est digne de l'arsenic, ça vaut pas mieux que le cadmium, extrêmement toxique. Et il est sidérant de voir que des plantes arrivent à survivre et à accumuler donc ce thallium et à aller le confiner dans les feuilles. C'est quelque chose qui donc est vraiment très surprenant, mais également très inspirant. Donc, compte tenu des concentrations en zinc dans le sol, donc nous avons choisi d'étudier finement ces deux espèces pour essayer en fait, de les développer sur ce sol en première étape pour initier la restauration du sol. Donc développer un programme de phytoextraction. Donc évidemment, la curiosité, c'est la légumineuse. Vous le savez, donc vous suivez régulièrement pour la plupart ces séminaires, vous savez qu'une légumineuse a une propriété essentielle et commune, c'est d'abriter dans ses racines, dans ses petites nodosités, des bactéries du sol, des rhizobias, qui ne sont pas n'importe lesquelles, elles sont assez sélectives, elles ne se laissent pas contaminer par n'importe quelle bactérie. Et quand on a trouvé cette légumineuse dans ce sol, la première question, mais c'est quelle bactérie pourrait survivre dans un tel sol pour aller après s'abriter dans les nodosités racinaires de cette légumineuse? Eh bien, l'espèce bactérienne était nouvelle. D'ailleurs, il n'y a pas que celle-là. Toutes les bactéries qu'on a trouvées dans ce sol étaient nouvelles. Donc il a fallu caractériser cette nouvelle espèce d'un point de vue génotypique, phénotypique, mais aussi métabolique, qui parle bien aux chimistes du vivant. Comment peut-elle survivre dans un tel milieu? Comment peut-elle survivre? En particulier, au-delà du problème de la pollution, faire la réaction chimique propre à ces bactéries, donc ces rhizobias qui vivent dans ce sol et qui vont être abrités par les légumineuses, c'est prendre l'azote atmosphérique pour le réduire en ammonium. Souvenez-vous, dans le séminaire sur la chimie écologique, on avait dit que cette réaction est extrêmement difficile en chimie. Certes, on sait le faire, mais à quel prix? 450 degrés, 150 atmosphères, avec un catalyseur à base de fer, voire de ruthénium. C'est une réaction extrêmement complexe à faire en chimie, qui nécessite des conditions drastiques. Eh bien, ces bactéries les font comme ça, à pression normale, température ambiante. Bon, elles consomment quand même beaucoup d'énergie, 16 molécules d'ATP, c'est quand même considérable. Donc, ces bactéries sont quand même soumises à un double défi, avoir beaucoup d'énergie et donc réduire bien sûr ce diazote et survivre dans un milieu complètement hostile et très pollué. Donc, ça posait plein de questions et on a trouvé quelque chose que je trouve magnifique. En fait, c'est d'utiliser une voie ancestrale qui n'existe que chez les bactéries à gram négatif, dont les rhizobias font partie. C'est ne pas utiliser la glycolyse pour transformer le sucre en fait, en énergie, mais d'utiliser une voie qu'on appelle la voie d'Ettner-Doudoroff non phosphorylante. C'est-à-dire, on ne phosphoryle pas le glucose.
Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de phosphore dans le sol, donc ça tombe bien. Et on ne va pas consommer en fait, d'ATP alors qu'ils sont utilisés pour faire la réduction du diazote. Donc c'est très astucieux. On verra donc, que cette voie ancestrale que certaines bactéries gram-négatives arrivent à exprimer quand elles sont poussées à survivre dans des conditions extrêmes est d'une astuce absolument extraordinaire. On y reviendra lors du colloque final. C'est assez merveilleux. Ça se comprend au niveau de la chimie, au niveau moléculaire. C'est vraiment en fait, plein de subtilités en fait, qui sont très inspirantes. Mais dans un premier temps, quand on a compris qu'elles utilisaient cette voie, c'est de comprendre en fait, que toute cette dégradation en cette molécule ici qui s'appelle le KDG nécessitait quand même beaucoup d'efforts à la bactérie, consommait quand même une molécule d'ATP, alors qu'elle en a besoin pour faire la réduction du diazote. Donc l'idée, c'était d'être capable de la nourrir au KDG pour aider les bactéries du sol à se développer et aller contaminer la légumineuse qui a besoin de cette bactérie parce qu'elle a besoin d'azote. Elle n'a plus dans le sol et elle a un besoin essentiel d'azote pour produire ces acides aminés et donc ces protéines. Donc il a fallu synthétiser ce sucre très particulier, le KDG, on y reviendra là encore là, du colloque, parce que c'est assez sidérant de voir comment elle s'y prend, et comment en chimie on s'y prend. C'est pas du tout pareil, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en ayant vaincu ces difficultés, on a pu nourrir en fait ces cultures donc, de rhizobia qui ont donc alors décuplé leur multiplication, qui a bien mis en évidence qu'elles se nourrissaient de ce KDG. Ceci a permis de résoudre un problème important, c'est de nourrir les semences en fait, de cette légumineuse avec ce KDG qui a permis le développement bactérien et qui a permis aux bactéries en fait, de pénétrer dans les nodosités racinaires de la légumineuse qui l'a aidé à se développer. Donc j'aime bien toujours montrer en fait, ce paradoxe, c'est qu'on a mis 4 ans à comprendre comment ça se passait, et puis quand on a installé donc, côte à côte ces deux hyperaccumulateurs, donc la légumineuse et la brassicacée, eh bien, la nature a mis 2 ans pour reprendre ses droits et diversifier l'apparition des espèces végétales, et des espèces beaucoup plus communes et tolérantes se sont alors multipliées spontanément. La nature a commencé à reprendre ses droits. Donc finalement, ça va relativement vite. Voilà, encore faut-il comprendre comment ça se passe au niveau physiologique de ces espèces qui se développent en milieu extrême. Donc ces résultats très intéressants nous ont montré qu'on pouvait restaurer un écosystème très pollué, c'était vraiment un cas extrême, et ça nous a encouragé à développer la même technologie en Nouvelle-Calédonie. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que la Nouvelle-Calédonie est vraiment une terre de contraste, c'est un territoire magnifique, un point chaud de la biodiversité mondiale, avec un taux d'espèces endémiques absolument extraordinaire, plus de 80% d'espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui existent sur le territoire, un lagon calédonien qu'on considère comme un des plus grands au monde, en tous les cas un des plus beaux, c'est une certitude, qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un territoire magnifique dont la biodiversité ne s'explique pas que par des conditions climatiques, mais s'explique aussi par l'histoire géologique du territoire, qui introduit des concentrations d'éléments toxiques pour les plantes assez importants, notamment de nickel, qu'on connaît bien. Donc le nickel est exploité dans différents usages. Actuellement, bien sûr, ce qui vient à l'esprit tout de suite, ce sont les batteries des véhicules électriques, nickel, manganèse, cobalt, un trio important. Eh bien, donc, une exploitation très forte de cette ressource, avec des mines qui sont à ciel ouvert, qui conduisent à une érosion des sols. Bon, la photo parle toute seule. On est en milieu tropical, donc avec des orages extrêmement violents et des cyclones à répétition. Donc évidemment un lessivage complet de ces sols érodés avec un transfert des sédiments du sol vers le milieu aquatique qui finit par les polluer. Le lagon, c'est imparable. Des productions de déchets aussi lors de cette extraction du nickel qui sont importants et dont on ne sait que faire. Donc voilà un petit peu les deux situations complètement opposées. Vous voyez ici une image très concrète donc d'une extraction minière et encore, qui est assez moderne, qui est tout au nord, qui est juste au bord du lagon pour des facilités de transport du minerai vers le milieu asiatique, mais qui expose aussi bien évidemment le lagon calédonien.
Donc vous voyez un petit peu comment se fait en fait l'extraction du minerai. On va creuser le sol et de plus en plus profond parce que le nickel intéressant en surface est épuisé. Il faut aller en profondeur. Et si on n'intervient pas, si on ne fait rien, la végétation ne reprend pas. Donc vous voyez un village qui est à proximité du site minier, il n'y a plus de végétation, et un exemple où beaucoup d'habitations ont été emportées lors d'un de ces cyclones, puisque le sol n'est plus stabilisé, puisqu'il n'y a plus de végétation. Donc l'idée a été d'essayer, dans la biodiversité du territoire, parmi les espèces endémiques présentes, aller chercher les plantes qui seraient capables de résister à la restauration de ces sols miniers. Donc c'est ce qui a été fait sur différents sites, sur l'ensemble du territoire en province nord et en province sud, à différents endroits, en respectant scrupuleusement le degré d'endémisme de chaque site. Donc la situation commence par en fait un inventaire botanique des espèces qui sont proches des parcelles complètement dégradées, voir quelles sont les espèces grégaires résistantes qu'on pourrait réinstaller sur les sols complètement mis à nu par cette dégradation après exploitation minière. Donc comment ça se passe ? Eh bien, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres. Au-delà de l'endémisme local, il y a l'altitude à laquelle elle se trouve, qui est rédhibitoire pour beaucoup d'espèces végétales, le climat dont j'ai parlé, qui peut être extrêmement violent lors de la saison humide, qui emporte n'importe quel jeune plant si son système racinaire n'est pas assez développé. Et puis ces 6 mois de sécheresse, qui est aussi très redoutable pour des plantes et de jeunes plants qui sont en pleine croissance. Mais le pire, c'est quand même bien la composition du sol, qui a tout ce qu'il ne faut pas. Un lot de métaux toxiques redoutables, nickel, manganèse, fer, et chrome et cobalt, ces 2 derniers sont extrêmement toxiques, en plus du nickel, pour nous et pour les plantes, et un défaut avéré compte tenu de la dégradation du sol en phosphore, azote, calcium, potassium, voilà ce qui est nécessaire à la croissance d'une plante. Donc le protocole pour tendre vers de la restauration écologique, au-delà de l'utilisation des espèces endémiques et de la prise en compte de ces contraintes, commence par installer donc des espèces pionnières. Et on va voir que ces espèces pionnières, grégaires, capables de résister, ce sont ces espèces qui font de la phytoextraction, qui sont non seulement tolérantes à ces milieux, mais qui arrivent à extraire en fait les métaux. Donc ce qui est quand même quelque chose d'intéressant, c'est une dépollution partielle, pas totale bien sûr, mais partielle en fait sur le site qu'on essaie de restaurer. On installe ensuite les légumineuses qui sont indispensables pour introduire naturellement de l'azote dans ces milieux qui en sont dépourvus. Il faut que ces légumineuses tolèrent ces conditions extrêmes. Et puis après, vous allez voir, on essaie d'augmenter la biodiversité en fait, de ce milieu, puisque notre objectif, c'est de recréer de façon durable l'écosystème initial, avant activité minière. Alors tout ceci, il faut bien le comprendre, ce n'est pas que du travail de terrain. Ça nécessite aussi des recherches scientifiques assez pointues, qui commencent par va-t-on comprendre comment en fait, survivent ces espèces pionnières dans ces milieux extrêmement contraints. Donc, en fait, vous voyez ici, on voyait une parcelle qui a été exploitée. Donc, c'est 1 hectare de tas de cailloux. Ça ressemble à ça, avec une composition de sol qui est vraiment très difficile à vaincre pour de jeunes plants. Mais on va faire un inventaire de tout ce qui est autour pour aller chercher des espèces grégaires. Et donc, beaucoup d'espèces qui font de la phytoextraction. Donc, on va essayer de comprendre les particularités. Pourquoi ? Je vous explique un exemple très simple. Quand on est donc ici sur ces terres, on voit qu'il y a pas mal de protéacées. Et dans ces milieux, les protéacées, en fait, ont réussi à s'adapter à des sols carencés en phosphore. Or, quand on veut restaurer un sol comme ceci, et qu'on fait des analyses de sol et qu'on voit le peu de phosphore, la tendance évidente, c'est de dire je vais ajouter un engrais phosphaté. Il ne faut surtout pas. En fait, on met en péril directement ces protéacées qui sont adaptées à ces sols carencés en phosphore. En revanche, ils ont besoin d'autres nutriments. Et donc, l'idée, c'est de comprendre comment elles assimilent les nutriments qui leur sont nécessaires. Donc, beaucoup de recherches scientifiques, un petit peu comme dans le cas des Cévennes, comprendre ces espèces végétales pour être capable de les installer de la façon la plus habile possible pour qu'elles survivent et donc qu'elles se développent sur ces parcelles extrêmement dégradées. Donc, vous voyez ici notre chercheur qui travaille sur le territoire, donc qui, sur une parcelle, un exemple, 3 hectares d'un site minier, donc, a installé
selon des protocoles auxquels on a réfléchi le plus longtemps possible, plus de 700 hyperaccumulateurs d'éléments métalliques, manganèse ou nickel, et plus de 300 espèces fixatrices d'azote, dont les 2/3 sont des légumineuses. Donc tout un protocole qui a été élaboré en fonction des particularités de ces espèces, et puis un suivi écologique, donc assez pointu, qui permet de suivre le taux de mortalité, parce que sur des milieux ouverts, aussi dégradés, eh bien, c'est quand même un obstacle au développement et à la survie de toute espèce végétale, même si on essaie de choisir les plus résistantes. Essayer de suivre leur croissance par plein de paramètres possibles, diamètre, donc ramification, hauteur bien sûr et autres, et puis voir un petit peu comment se comportent d'un point de vue physiologique ces espèces pour progresser en fait dans leur développement. Alors, quelques exemples. Vous voyez ici un hyperaccumulateur de nickel qui va devenir un arbre qui fera 10 mètres d'amplitude quand il sera à l'âge adulte. Donc, il y a un hyperaccumulateur de nickel en même temps. Donc, une plante qui est très connue pour ses inflorescences, qui est magnifique et qui fait partie de ces espèces grégaires qu'on installe en première intention, qui s'appelle Geisea sprignosa, donc qui résiste assez bien à ces milieux très dégradés. Mais nos préférés, bizarrement, sur cette terre du nickel, ce sont des hyperaccumulateurs de manganèse qui surprennent toujours en Nouvelle-Calédonie. Du manganèse dans le sol, eh bien, ces plantes en accumulent tellement qu'il y en a beaucoup plus que dans le sol. Donc ça pourrait faire rêver certains opérateurs miniers qui n'en ont pas trouvé beaucoup dans le sol, mais on en trouve énormément dans les feuilles. Ce sont surtout pour nous des espèces qui résistent extrêmement bien à ces milieux dégradés, ouverts, et soumis aux conditions très difficiles que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc vous voyez, selon les sites, on a installé donc des espèces de Grevillea qui sont différentes, puisque dans le nord, eh bien, c'est plutôt Grevillea mesneri qui est présente, un hyperaccumulateur de manganèse sur le territoire, alors que sur d'autres sites, c'est Grevillea donc rubiginosa qui est installé, alors que sur donc, la côte est, ce sera Grevillea gillivrayi. Donc on respecte en fait la biodiversité de chaque site. Donc quand ces travaux d'installation ont été réalisés, donc on suit le développement de ces espèces et on les suit avec une certaine réussite puisqu'on arrive à les voir fructifier, arriver donc à fleurir, donc à donner de nouveaux plants. Et vous voyez à l'occasion, si vous voyez là un cercle rouge de jeunes plants qui apparaissent, vous voyez qu'ils se développent au milieu donc d'une litière très abondante, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, puisque ce sont des accumulateurs de manganèse, ce sont des feuilles qui sont bourrées de manganèse, qui sont extrêmement résistantes aux micro-organismes. En 3 ans, au bout de 3 ans, elles sont toujours intactes. Et ça ne gêne pas le développement de jeunes plants. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On a installé aussi des espèces fixatrices d'azote et des légumineuses. Donc là aussi, leur développement est suivi. Donc elles se développent donc, de façon abondante. On voit déjà des arbres apparaître et avec aussi donc, ce succès en termes de floraison, de fructification et de développement de jeunes plants. Quelques chiffres aujourd'hui pour savoir si on est capable de restaurer d'un point de vue écologique ces sols. Eh bien, au bout de 10 ans, finalement, la mortalité n'est que de 30%. C'est très peu sur ces milieux très dégradés. Si on se réfère à la littérature du domaine, notamment dans des efforts de restauration de forêts tropicales, on note 50% de mortalité. Donc 30%, c'est très faible. Je trouve que c'est bien sûr dans les premières années où c'est le plus dur. Donc c'est déjà un résultat qui est vraiment motivant. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les espèces végétales qui se sont installées spontanément sont devenues majoritaires. 791, souvenez-vous, 737 espèces hyperaccumulatrices introduites. Donc il y a une dynamique qui s'est introduite. Des espèces végétales nouvelles se développent spontanément, un peu comme dans les Cévennes, c'est le même scénario, sans qu'on intervienne. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que parmi ces espèces qui se sont développées seules, eh bien 75% d'entre elles figuraient dans l'inventaire botanique initial que les opérateurs miniers avaient réalisé avant leur intervention. Donc oui, on arrive à retrouver, donc à tendre vers cet écosystème initial. La plupart sont endémiques, 85%, 14% sont indigènes,
aucune plante exotique envahissante n'est identifiée, ce qui est une bonne nouvelle parce que ce sont des choses qu'on peut redouter dans des milieux aussi dégradés. Des mesures de diversité ont été donc évaluées. Je vous passerai les détails, mais ils sont extrêmement motivants et montrent, oui, on peut vraiment tendre vers cette restauration écologique, elle est possible. Et je vous partage donc notre plante préférée, ce qu'on appelle notre star. C'est bien un accumulateur de manganèse, Grevillea rubiginosa, donc qui a fait tout seul 58 nouveaux plants, qui a donné 47 plants qui sont en fructification. Et ce qui est intéressant, c'est que cet arbre, donc qui se développe constamment, est aujourd'hui à la hauteur des plants sauvages, c'est-à-dire qu'il se développe très bien et qu'il a réussi à vaincre en fait ces mauvaises conditions de sol qu'il y avait initialement. Alors que certains donc redoutent ces espèces parce que ce sont des arbres à croissance très lente, et bien finalement les conditions ont été trouvées pour l'aider à se développer, puisque sa taille a été multipliée par 610 ans, le diamètre de son tronc par 8. Ce qui est intéressant, c'est le volume, fois 130. C'est-à-dire que cet arbre fait plein de ramifications. Et donc, c'est celui qui se comporte le mieux. Et ce qui va être la transition avec la suite, vous vous souvenez de ces litières de tout à l'heure, quand on mesure le taux de manganèse dans les feuilles, on trouve 4000 ppm. Donc, c'est 4000 mg, en fait, par kilo qu'il y a dans les feuilles. Donc, c'est énorme. C'est quelque chose qui est impressionnant et qui donne des espoirs de valorisation par l'écocatalyse que je vous présentais tout à l'heure. Donc, je ne vais pas aller très longtemps sur ces aspects, simplement pour vous expliquer quand même, en fait, que ces feuilles chargées de manganèse permettent de générer des écocatalyseurs, que vous voyez ici, des cristaux qui sont magnifiques. Mais ce qui est le plus magnifique, ce sont leurs structures. À savoir que ce n'est pas un catalyseur comme on pourrait en préparer à partir d'une extraction minière. Une extraction minière, c'est du manganèse. Quand il passe par ces plantes, il se produit une association assez extraordinaire du manganèse avec les éléments minéraux et physiologiques de la plante. Ce sont des espèces nouvelles en chimie qu'on ne connaissait pas avant, dont on a découvert le potentiel. J'en montrerai qu'un petit exemple tout à l'heure, et j'en décrirai toutes les subtilités dans 2 semaines. L'hyperaccumulateur de nickel, que je vous ai montré en photo tout à l'heure, a généré la même chose, génère un écocatalyseur où le nickel est associé au fer. Ça va tout changer dans sa réactivité, nous permettre de revisiter des réactions de la chimie qui étaient très difficiles. Et le plus beau dans ces accumulateurs de manganèse, c'est qu'en fait, en étudiant en fait, leur capacité à accumuler le manganèse, on a vu qu'ils colocalisaient sans arrêt calcium et manganèse, qu'ils utilisent les canaux ioniques du calcium pour transporter puis stocker le manganèse. Donc ces 2 espèces cohabitent, et quand on fait un simple petit traitement thermique de ces feuilles, on génère quelque chose qui est assez extraordinaire, qui permet de mimer ce que la nature fait sous nos yeux en permanence. Le meilleur oxydant de la nature, c'est le cluster de la photosynthèse qui associe manganèse et calcium. On en avait parlé tout au début, lors du premier séminaire, qui est absolument extraordinaire, où l'insertion du calcium dans le réseau du manganèse va complètement modifier la capacité de réaction du manganèse et le rendre plus oxydant. Et ceci est extrêmement intéressant parce que ça nous permet d'avoir des écocatalyseurs qui ne sont pas toxiques, la nature fait ça sous nos yeux en permanence, et qui sont des solutions face aux réactifs oxydants qui sont mis en défaut par la réglementation européenne de la chimie à cause de leur toxicité et de leur écotoxicité. Donc un exemple que j'aime partager, ce n'est pas simplement le fait de la substitution de réactifs oxydants indésirables, c'est la puissance de ce que la nature met à notre disposition, et notamment, donc ces écocatalyseurs dérivés de ces plantes nous ont permis de faire une réaction d'oxydation extrêmement délicate, ce qu'on appelle l'époxydation, qui nécessite 200 fois moins d'agents oxydants que la chimie conventionnelle. Donc vous voyez la puissance de mimer la nature. À quoi ça peut servir ? Eh bien, si on applique cette réaction à ces 2 molécules naturelles, le pinène, très abondant dans le pain, ou le limonène, très abondant dans les agrumes, tels que les citrons, les kombawa, eh bien, on arrive à faire, vous voyez ici, des polymères que vous connaissez peut-être par leur nom,
polycarbonate, polyester, polyhydrouréthane, en fait, qui sont des polymères qui peuvent être des plastiques, mais cette fois-ci biodégradables. Donc l'important, c'est de pas simplement faire des polymères biodégradables, mais c'est aussi de ne pas les faire n'importe comment, et de les faire avec des procédés qui n'ont pas d'empreinte environnementale, au contraire, qui vont donner de la valeur à ces litières chargées en manganèse et qui vont motiver les efforts de restauration écologique sur le site minier. C'est ce qu'on appelle l'économie régénérative, sur laquelle on reviendra lors du colloque du 26 mai. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, comme il est d'usage, on fait une pause de 5 petites minutes, le temps d'installer la conférencière qui arrive derrière, que je présenterai en quelques mots. Et donc voilà, si vous voulez faire une petite pause, n'hésitez pas, on va installer l'ordinateur et je lui laisserai la parole.